C'est l'heure de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Aujourd'hui, les centres de formation et les plateformes sur Internet nous proposent un éventail très varié de plans de formation. Avec l'apparition de la Covid-19, le secteur de la formation s'est rabattu sur le e-learning, des cours à distance jugés parfois compliqués par certains apprenants. Et ce, pour diverses raisons. Nous allons nous pencher en première partie de l'émission sur cette problématique. En deuxième partie d'émission, nous allons faire un tour du côté de la formation également, l'enseignement supérieur, le parchemin, ce diplôme qui nous permet d'accéder à certaines portes du travail. Mais ce document, le diplôme, permet-il réellement aujourd'hui d'ouvrir les portes du travail? Élément de réponse en fin d'émission avec mes invités du jour. Selena, étudiante en droit, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir contacté. Nous remercions également Doni, étudiante en droit. C'est un plaisir de vous recevoir pour la seconde fois sur le plateau de Génération News. Merci à vous, Régis. Nous recevons également Raymond, étudiant en droit également. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Régis pour l'invitation. Et nous terminons avec Charles, étudiant en communication. Merci d'être des nôtres aujourd'hui sur le plateau de Génération News. Merci à vous Régis. Les amis, nous allons parler du e-learning. En tout cas, c'est aujourd'hui un petit peu le procédé qu'on retrouve dans plusieurs centres de formation. Un procédé aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon introduction, qui est un petit peu jugé compliqué par beaucoup d'étudiants. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, Doni, le e-learning compliqué pour apprendre ? Oui, c'est parfois compliqué pour apprendre en ligne à cause de certaines circonstances liées parfois à la connexion aux appareils pour pouvoir accéder à ces cours-là. Donc c'est un peu tout ça les problèmes qu'on peut rencontrer. Selena, vous également, vous êtes dans ce procédé-là, vous suivez des cours à distance. Qu'est-ce qui est plus compliqué? Est-ce que c'est le présentiel facilite la compréhension ou le e-learning installe un peu en nous une forme de paresse? Bon, effectivement, le e-learning entraîne quand même un petit peu de paresse parce que on peut être connecté et dormir. Or, en présentiel, on a la surveillance un peu du professeur, on a cet engouement et puis il y a aussi l'échange avec les autres en fait qui fait en sorte que on soit motivé. Mais e-learning, c'est pas. Mais avec les nouvelles plateformes, on arrive à échanger de temps en temps avec le professeur qui donne le cours en ligne. Oui, mais ce n'est pas pareil. Lorsque tu as le professeur en face, tu as plus de motivation en fait d'exprimer ce que tu ressens pour que le professeur retienne ton visage, des choses du genre. Mais e-learning, c'est pas pareil en fait. Le e-learning, Charles, pour aller dans le même sens que Selena, c'est un gros une grosse barrière aussi au fait qu'on a besoin d'avoir cette interactivité avec le professeur. Je ne crois pas, personnellement je ne crois pas, car tout simplement, certes le e-learning n'est pas pareil que le cours en présentiel, mais selon moi, c'est aux étudiants de se discipliner 2 fois plus pour tout simplement suivre le cours, car nous sommes dans une génération aujourd'hui où plusieurs personnes ne vont pas à l'école, mais suivent des formations à travers le monde. Nous sommes dans la mondialisation de l'information et je crois qu'il est temps d'accepter cela et de se discipliner tout simplement pour suivre. Ce sont des matériaux qui ont été mis, des moyens plutôt qui ont été mis à nos dispositions pour répondre aux questions d'absence, aux questions d'imprévus, n'est-ce pas? Ça, selon moi, c'est plus positif que négatif. Oui, Raymond, vous partagez son avis, plus positif que négatif, le e-learning aujourd'hui? Moi, je pense que je vais pencher vers l'avis de Selena et Doni. D'accord. Moi, je pense que le e-learning, en principe, il facilite l'étude aux étudiants, mais les aspects négatifs aujourd'hui sont un peu plus créés par les étudiants. D'abord, tout à l'heure, il y a Doni qui a parlé de problèmes de connexion. Non seulement, il y a des étudiants qui ont des difficultés à se connecter, des difficultés à avoir un ordinateur pour pouvoir se connecter. Et même quand la connexion et l'ordinateur est présent, souvent, je prends l'exemple de chez nous. Nous, par exemple, quand on fait des cours en ligne, le professeur dirige toute la séance. Donc, il a cette tendance-là à couper les micros des étudiants. Quand le prof a coupé les micros des étudiants, il va dérouler le cours. Et si un étudiant se trouve face à une difficulté, il ne peut pas interpeller automatiquement le professeur. Certes, il y a possibilité sur certaines plateformes de lever la main pour interpeller le professeur, mais il n'est pas toujours aussi attentif. Alors que pour des cours en présentiel, automatiquement, tu arrêtes le professeur là où tu n'as pas compris et
on corrige la difficulté. Et avec le e-learning, tous ces soucis-là ne sont pas trop pris en charge facilement. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, Selena? Est-ce que c'est un problème d'adaptation? Certains étudiants ne sont pas encore assez adaptés à cette nouvelle formation en ligne? Bon, en fait, c'est quelque chose un peu de nouveau pour nous, en fait. Si auparavant on nous avait habitués un tout petit peu à cela, peut-être qu'aujourd'hui on ne serait pas dans les problèmes dans lesquels nous sommes. Donc, véritablement, moi je pense qu'on devrait plus, en fait, essayer de trouver des solutions pour l'étudiant, c'est-à-dire donner, on va dire quoi, donner l'amour à l'étudiant en fait pour la plateforme, apprendre à l'étudiant que ce qui se passe en ce moment, c'est parce qu'il y a telle ou telle situation et c'est parce que la situation demande à ce que cela soit fait comme ça que l'on puisse en fait... Vous pensez qu'on n'a pas assez préparé les étudiants en ce qui concerne évidemment le e-learning? N'oublions pas que c'est un procédé qui a toujours été là, Charles. Je veux dire, le e-learning, aujourd'hui, ça a peut-être pris un petit peu de l'ampleur avec l'apparition de la Covid, mais ça a toujours existé. On a vu que certains pays, à l'image du Sénégal, ont anticipé déjà ce procédé avec la mise en place des universités virtuelles du Sénégal, où évidemment tout est en ligne. Alors, est-ce que c'est pas, comme vous l'avez souligné, Charles, à l'étudiant de s'adapter, d'apprendre à maîtriser ces outils? Je suis totalement d'accord avec cette démarche-là. C'est à l'étudiant de s'adapter, c'est à l'étudiant de rechercher, d'aller vers le savoir. Selena disait tout à l'heure qu'on doit nous donner. Mais c'est cette mentalité-là qu'il faut éradiquer de nos esprits. Attendre. Parce que nous ne sommes plus au lycée, nous ne sommes plus en train de préparer le brevet d'écolage ou le baccalauréat. Nous sommes étudiants, donc nous sommes à un pas de la recherche, donc de la thèse. Nous devons déjà, dès à présent, aller vers l'information. Tout simplement courir vers tout ce qui est mis à notre disposition. Mais aller vers l'information, dans quel sens? C'est-à-dire d'avoir une sorte de complément de l'info qu'on a sur la plateforme, c'est-à-dire, OK, sur le e-learning, on nous donne de l'info, mais parfois, on l'a dit, il y a des éléments parasites, soit la connexion n'est pas bonne, soit on a un problème de son. Qu'est-ce qu'il faut faire derrière, quand vous dites aller vers la recherche, c'est-à-dire compléter ces informations? Non, pas du tout. C'est tout simplement s'exprimer. Beaucoup d'étudiants attendent que l'administration règle les problèmes sans jamais dire qu'il y a des problèmes. Exemple. Je suis chez moi, j'ai un souci de connexion ou ma zone n'est pas accessible, une bonne connexion. Voilà, n'est pas totalement accessible. C'est à moi de le signaler à la direction, tout simplement, qu'il y a un souci au niveau de la connexion, tel niveau. Et si par la suite il n'y a rien, là je peux dire, bon, j'ai parlé de ça à l'administration, mais rien ne s'est passé. Mais ce que l'on constate souvent, c'est que la plupart attendent tout. Ils attendent absolument tout. Moi, je crois que pour se plaindre, il faut d'abord avoir essayé de trouver une solution soi-même avant de... Est-ce que tu as eu à dire à l'administration que voilà, ma zone n'est pas bien couverte et on te dit, bah, toi, en tant qu'étudiant, tu dois te débrouiller pour, par exemple, regarder, suivre tes cours. Maintenant, tu fais quoi en fait dans ce genre de situation? Zone où tu peux avoir une bonne connexion en fait. Bon. Je pense que ça ne coûte rien. On n'est pas dans une circonstance où on a l'impossibilité de sortir de chez nous. Non, on peut très bien sortir de chez nous pour pouvoir aller dans une zone où on peut avoir une connexion assez fluide pour pouvoir suivre le cours en fait. Parce que dire que c'est seulement... On doit nous apprendre à utiliser, à maîtriser l'objet, l'outil. C'est un peu facile, c'est un peu trop facile en fait. Nous sommes conscients de la situation et on sait bien que si on ne se met pas dans le bain, on ne va pas suivre le cours en fait. Donc c'est à nous, comme il disait tout à l'heure, de s'adapter. C'est aux étudiants de suivre, de s'adapter et de vouloir suivre le cours comme il faut. Parce que si on s'arrête juste à ces problèmes-là ne sont pas si grands que ça. Et ce n'est pas partout qu'il y a des problèmes de connexion. Oui, il y en a. Oui, il y a manque d'ordinateur, manque de ceci, manque de cela, mais il y a les portables aussi qui sont là. Il y a la possibilité de suivre ces cours-là sur les portables. Ou si ce n'est pas possible, se rapprocher d'un condisciple, d'un collègue et tout qui peut avoir une bonne connexion pour pouvoir suivre le cours. Est-ce que aussi les dirigeants des établissements ne se sont pas rendus compte de ces problèmes-là? Parce qu'on l'a souligné tout à l'heure, Raymond, parce que si vous ratez un cours à distance, en ligne, vous avez la possibilité, parce que les cours aujourd'hui sont enregistrés, vous avez la possibilité de revoir le cours après, ce qui veut dire qu'ils ont pris compte en fait de tous ces petits problèmes-là et essaient d'apporter un peu des solutions. Bon, moi, je pense que on ne peut pas blâmer les étudiants de se plaindre aujourd'hui. Parce que comme on dit, tout changement doit se faire de façon
progressive. Et les cours en ligne, bien que Régis a dit tout à l'heure, c'est un procédé qui existe depuis des lustres. Mais sauf qu'il faut avouer que la plupart d'entre nous n'étaient pas habitués à cette matière, à cette méthode d'étudier. Voilà pourquoi on nous l'a imposé dès qu'on a eu l'apparition du Covid-19, sans pourtant qu'il y ait une période de transition pour permettre aux étudiants de s'adapter à cela. Dans certains pays, hein, parce que d'autres ils étaient déjà un petit peu avancés. Exactement. Ouais. Donc je parle peut-être du cas du Sénégal ou de l'Afrique subsaharienne en général, où ce n'était pas courant de faire cours de cette façon. Donc du coup, moi je pense qu'on nous l'a imposé de façon assez direct. Il n'y a pas eu de préparation. Exactement. D'accord. Comme le disait tout à l'heure Céline, bien que c'est aux étudiants de s'adapter à la situation, mais il faudrait quand même comprendre cette plainte-là. Nous sommes en période de transition. On nous montre un système auquel on n'était pas habitué. Donc même les étudiants, également les professeurs, ne sont pas habitués à cette méthode de faire. Pour certains professeurs, bien sûr. Donc du coup, ce n'est que normal qu'il y ait de temps en temps des plaintes de la part des étudiants. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Et avec cette transition, une transition soulignée par notre ami Raymond, Selena, est-ce qu'aujourd'hui, on va assister à l'école de demain? Est-ce qu'aujourd'hui, le présentiel, c'est quelque chose qui va être, on va dire, facultatif? Bon, sachant bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans une ère où tout devient numérique, on doit s'attendre à ce qu'il y ait demain des écoles qui soient spécialement, en fait, en e-learning, en fait. Donc, moi, je pense quand même qu'on devrait progresser dans cela parce que ça facilite vraiment beaucoup de choses. Imaginons, moi, je suis au Gabon, d'accord, et il y a une école ici au Sénégal qui m'intéresse, d'accord, et c'est en e-learning, d'accord. Depuis le Gabon, je pourrais faire mon cursus au Sénégal, entre guillemets, sur le diplôme, ce serait écrit Sénégal, d'accord. Vous voyez, donc moi, je pense quand même qu'on devrait continuer dans cette lancée-là. Mais est-ce qu'en termes de compréhension, c'est évidemment, il y en a qui réussissent dans le procédé que vous venez de mettre en lumière tout à l'heure, mais est-ce que dans le niveau de la compréhension, est-ce que le niveau est pareil lorsque nous sommes en présentiel, Doni? Le niveau peut être parfois pareil, mais ça dépend en fait. Il y a des cours qui ne peuvent absolument pas se faire en e-learning. Par exemple, là où il faut faire des calculs, c'est compliqué là-bas et les profs, souvent, ils refusent cette méthode en fait, parce qu'il faut expliquer sur un tableau. Et souvent, les profs ne sont pas dans une salle avec un tableau, ils pourront faire l'exercice et tout, faire des corrections, ce genre de choses-là. Donc, il y a des exercices qui peuvent être faits, oui, mais d'autres non. Et la compréhension est parfois un peu complexe quand les personnes veulent lever la main, comme Raymond disait tout à l'heure, là, tu veux demander, mais tu peux pas parce que le prof il suit pas, il est juste en train de dérouler son cours, donc c'est un peu compliqué des fois. Un peu compliqué, Charles. On l'a souligné, Raymond en particulier a souligné ce problème où les professeurs aussi ont du mal à s'adapter au e-learning aujourd'hui. Que faut-il faire? Il faut aller réellement dans la formation d'abord. On a parlé d'un procédé qu'on a imposé, c'est le terme utilisé par notre ami Raymond, aux étudiants, en tout cas aux acteurs de l'enseignement. Que faut-il faire pour essayer de corriger tout ça? Je rejoins Doni sur le fait que le e-learning doit être là pour compléter certains cours qui ne peuvent pas se faire en ligne. Je suis totalement d'accord avec. Donc ce n'est pas une menace pour l'enseignement présentiel, mais un complément. Exactement. D'accord. C'est exactement comme ça que je le voyais. Et depuis mes premières interventions, je parle bien sûr des étudiants qui ont tous les moyens nécessaires pour participer aux cours en ligne. Romain parlait des étudiants qui ne peuvent pas le faire, ça c'est un cas autre. Dans ces cas-là, je crois que c'est effectivement aux membres de l'administration de les prendre en charge et de trouver des solutions par rapport à cela. Mais pour revenir sur votre question, Régis, je crois véritablement que professeurs et étudiants sont au cœur de cette question du e-learning. Et donc, on ne saurait installer des programmes sur le e-learning sans eux. Tout simplement, parce que nous étudiants, je ne sais pas si les autres autour de cette table ont été consultés pour un programme de e-learning dans leur école, mais nous personnellement, non. Je crois que c'est le procédé aujourd'hui, non? C'est pas le cas pour vous, Selena? Non, d'accord. Voilà, les étudiants ne sont pas assez impliqués. L'année passée, en fait, en plein début du Covid, au mois de mars. Oui, parce qu'il y a des établissements, les écoles étaient fermées, donc voilà, tous, on est revenu sur le e-learning. Nous, dans notre cas, à notre école, par exemple, le e-learning existe depuis que je suis en première année, ça existe. Mais les problèmes qui ont été soulevés ici ont toujours été soulevés depuis la première, avant le coronavirus. Depuis des années, les étudiants
parle toujours des mêmes problèmes avant Covid, pendant Covid, et je crois qu'après, ce sera toujours le cas. Mais du coup, la difficulté réelle, elle est où alors? Si les problèmes d'hier sont des problèmes d'aujourd'hui, Doni? La difficulté doit être un peu partout. Les problèmes techniques, comme on a dit tout à l'heure, la connexion, le manque d'objets pour se connecter. L'adaptation des étudiants. La paresse, il faut le dire, c'est de la paresse. C'est de la paresse et de la négligence. Parce que pendant que le prof il fait son cours, chacun va qu'à ses occupations. Le prof, lui, il ne vous voit pas. Il ne vous voit pas, il est chez lui parfois, ou il est dans la rue, parce qu'il y en a qui le font dans la rue. On a déjà eu des profs qui faisaient leur cours, il est dans sa voiture, ou il est dans la rue, il fait le cours. On entend tout ce qui se passe à côté. Et ça aussi, ça perturbe. On parlait d'éléments parasites, lorsque on est évidemment dans ce cours-là. Selena, vous êtes beaucoup plus à l'aise, cours en présentiel ou à distance pour le coup? Cours en présentiel. D'accord. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien m'exprimer et j'aime bien montrer au professeur que je suis là. Donc, avec le cours en ligne, c'est pas très possible en fait. Est-ce que aussi, Raymond, alors en préparant cette émission, il y a un point beaucoup plus sur l'aspect social. On nous parlait évidemment que les cours à distance, le e-learning, a tendance à nous éloigner un petit peu des autres parce que si le professeur ne peut pas nous apporter un élément de réponse, le camarade de classe à côté peut également faire office de professeur, ce qui n'est pas le cas lorsque nous sommes dans des cours à distance. Exactement, Régis. En fait, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Parce que quand on fait cours en présentiel, il y a cette communication-là qui existe entre l'enseignant et les étudiants et celle qui existe entre les étudiants. Donc déjà, non seulement cela permet à un étudiant de solliciter peut-être l'aide de son ami en cas de difficulté, mais également ça permet une certaine ambiance dans la salle, si on peut le dire comme ça. Oui, parce qu'il y en a qui arrivent à comprendre avec un peu de manière ludique, avec un peu de sourire derrière. Alors que quand tu es seul dans ta chambre, par exemple, devant ton ordinateur, sur ton bureau, tu ne retrouves pas les mêmes sensations que tu retrouves dans ta salle de classe. Donc l'enseignement est moins, je ne dirais pas moins intéressante, moins stimulante, si on peut dire ça comme ça. Alors que quand nous sommes dans une salle de classe, on a ses amis, on prend plaisir à apprendre à leur côté. On discute de ceci, de cela, on discute avec le prof, alors que ce n'est pas possible avec le e-learning. Et vous voulez rebondir sur un point, Selena? Oui, sur le e-learning, c'est vrai, il peut y avoir des débats, mais ça n'a pas la même intensité en fait qu'en présentiel. Parce que lorsque tu donnes une réflexion que l'autre n'a pas eu à voir, tu vois son expression faciale, tu sens que là, tu as tapé quelque part. Vraiment, et même le moment sur lequel tu donnes ton argument. Parce que, encore en ligne, il faudrait que tu lèves la main pour qu'on t'accorde la parole. Et ton idée est partie en fait. Alors que quand tu es en classe, automatiquement, même lever la main en e-learning, parfois c'est très compliqué. Il faudrait déjà que le professeur soit très attentif à tout ce qui se passe sur son ordinateur. Doni, alors on a parlé évidemment, on a soulevé beaucoup de points un peu noirs qui, on va dire, entravent un peu les cours en ligne. On a parlé d'éléments parasites. Lorsque vous avez parlé de paresse, c'est sorti de votre bouche, Doni, comment justement éviter cette paresse lorsque nous sommes à la maison et que nous suivons des cours? On évite cette paresse en prenant conscience de ce qu'on fait. Ce sont nos cours d'abord. Oui, ça se passe en ligne, mais on doit se rappeler que ce sont nos cours. Il faut faire quoi? S'enfermer dans une salle On n'a pas spécialement besoin de s'enfermer, mais on peut prendre la décision de se concentrer. Par exemple, couper mettre toutes les autres applications qui peuvent nous interpeller, genre WhatsApp et Facebook, tout le reste, Instagram, Facebook, vouloir regarder un film pendant le cours, parce qu'on a la possibilité de tout faire. On peut manger, on peut prendre le temps de se balader dans la maison. Est-ce que c'est pas un peu là le danger, Raymond, le fait de vouloir et de pouvoir tout faire? Exactement. C'est même le plus grand danger du e-learning pour moi. Parce que c'est comme Doni, elle a pris des exemples concrets, c'est tout ce qui se passe en général. On a tous assisté à un cours pendant lequel le prof donne la parole à un étudiant et sans pourtant que l'étudiant ne s'en rende compte, on entend tout ce qui se passe à côté. Des fois, il est en train de manger, il est en train de causer. Il y a certains qui dorment même. Quand on les donne la parole, ils ne suivent même pas. Donc moi, je pense que la solution, c'est vrai que c'est peut-être pas... C'est un peu drastique, mais il faut essayer de s'enfermer quelque part. Déjà, quand tu sais que... Quand tu sais que dans ton appartement, je sais pas, tu habites avec des colocs qui vont peut-être faire à manger, qui vont faire ceci, cela, tu te mets dans ta chambre, devant ton ordinateur, tu vois, tu verrouilles la porte. Sans chercher à dormir. Voilà, tu coupes un peu
tes applications, tes réseaux sociaux, tu te concentres sur... Parce que s'enfermer, ça apparaît un peu comme la solution par excellence. Parce que des fois, on peut être connecté, on a le petit frère qui vient débrancher. Exactement. Alors que quand on s'enferme, on se coupe un peu de tout le dérangement extérieur. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile de se concentrer sur son cours de cette façon. Charles, je vous laisse parler. Mais s'enfermer, justement, pour moi, c'est un luxe en fait. Vu le contexte social africain, on sait que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un espace, son espace à lui tout seul, une chambre à lui toute seule. Non, il y en a des gens qui vivent avec... qui vivent en famille. Totalement en famille. Ils sont à 15 dans la maison. Tu vas trouver quel luxe de t'enfermer et de ne pas suivre tout ce qui se fait à la maison parce qu'il faudra expliquer à toutes ces 15 personnes les enjeux véritablement de ce que tu es en train de faire. Tu te débrouilles à le faire en fait. Voilà, tout à l'heure, vous avez dit que les étudiants sont censés tout mettre en œuvre pour être dans les conditions. J'y viens justement, donc c'est à l'étudiant. Pour moi, c'est d'abord l'étudiant le premier concerné, étudiant-professeur. E-learning, l'outil en lui-même n'est pas mauvais, mais les hommes ont effectivement quelques petites faiblesses. Donc du côté du professeur et des étudiants, il y a véritablement de la discipline à ajouter dans tout cela. Mais Donny l'a souligné, c'est vrai que même si on a une famille nombreuse, on peut toujours, vous avez parlé d'autodiscipline. L'autodiscipline, ça peut commencer par le fait aussi de respecter les heures de cours. Si on a cours à 16 heures, on peut déjà anticiper en trouvant un endroit, on va dire, assez silencieux. Il y a des endroits qu'on considère comme un endroit, par excellence, qu'on considère comme un cimetière, c'est des bibliothèques qui sont en général très silencieuses, où on peut aller s'asseoir et suivre des cours, Célina. Personnellement, moi, je pense qu'on peut se créer un petit espace. Et aussi, on peut se mettre directement dans le même processus que quand on part à l'école tous les jours. C'est-à-dire, si tu as cours à 7 heures, d'accord? Si habituellement, tu te réveilles à 6 heures, tu te réveilles à 6 heures, tu prends ta douche. Je sais, c'est vraiment drastique, oui. Tu prends ta douche, tu mets même ta tenue, en fait, pour être dans la pensée que là, je vais à l'école. Et je sais pas, tout le monde normalement devrait avoir un bureau. Tu te mets sur ton bureau comme si tu étais à l'école. Vraiment, tu attends le professeur, tu es là avec tes cahiers. Il faut vraiment se mettre dans une pensée que là, je vais apprendre. Parce que si tu rates, c'est vrai, on écoute les enregistrements, mais il n'y a pas le même effet. Et des fois, on rate des choses en fait. Il faut vraiment. Oui, parce qu'on est distrait. Parce qu'on est distrait par autre chose. On a parlé, oui, Romain, vous voulez rebondir sur un point? Tout à l'heure, on parle souvent des cours enregistrés. Moi, je tenais à souligner que ce n'est pas sur toutes les plateformes où on a la possibilité d'enregistrer les cours. Il y a certaines plateformes sur lesquelles le cours n'est pas enregistré. Donc, c'est comme un cours en présentiel. Si tu le rates, tu n'auras plus l'occasion de le retrouver. Voilà pourquoi il est important de suivre un peu la méthode drastique de Célina, de se mettre dans les conditions pour être le plus attentif possible. Alors, en préparant cette émission, les amis, je suis tombé sur un sondage qui a été réalisé par une jeune start-up sénégalaise qui s'est penchée en tout cas sur la problématique qui est la nôtre aujourd'hui en ce qui concerne évidemment le e-learning. Alors, il ressort de cette petite recherche qu'en fait, près de 15% d'étudiants, on l'a souligné, ont déjà du mal avec le e-learning, mais les 15%, c'est aussi le taux d'échec un petit peu constaté par cette start-up dans les établissements, un taux d'échec, on va dire, lié au fait que derrière, comme vous l'avez souligné, il n'y a pas de plateforme qui permettent à ces étudiants de revenir écouter le cours. C'est assez compliqué, Donny. Oui, c'est assez compliqué parce que quand le cours il est passé comme le disait Raymond tout à l'heure. Et du coup, il faut pouvoir se rapprocher des autres qui étaient pendant ce temps-là en train de suivre le cours. Et même là, il faudrait aussi que ces autres-là étaient vraiment assidus en fait pendant le cours. Et si c'était la technique de je dors pendant que le cours passe ou je regarde un film ou je me balade dans la maison, et bien là, t'es mort en fait. Est-ce que ce taux peut augmenter si jamais on a toujours ces plateformes-là qui ne sont pas adaptées avec ce procédé-là, Charles? Oui, personnellement, je suis convaincu que ce taux pourra évoluer car comme Raymond l'a dit tout à l'heure, c'est une nouvelle forme d'apprentissage pour nous. Et avec le temps, je crois qu'on va adopter de nouvelles habitudes, un peu comme le coronavirus avec les masques et autres. Au début, c'était difficile, mais aujourd'hui, tout le monde s'y est fait. Donc, je crois qu'avec le temps, ça va s'améliorer, oui. Et avec le temps, ça va, oui, Donny, allez-y. Non, en fait, je voulais en fait revenir sur ce que vous disiez parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de décalage en fait. Voilà, parce que je me dis, comme il disait, ça va s'améliorer en fait. Parce que chaque fois qu'on constate quelque chose de mauvais, on essaie d'arranger. On essaie de faire en sorte que les choses se passent mieux. Comme on a compris plus tôt
pourquoi on n'a pas pu suivre les cours en ligne, pourquoi on n'était pas concentré. On se dit que voilà la technique maintenant adaptée, trouver un petit endroit calme, trouver une bonne connexion et trouver aussi une plateforme qui permette d'enregistrer les cours. Parce que maintenant, les établissements aussi vont trouver ces plateformes-là. Et je crois aussi que les applications qui gèrent cela feront en sorte qu'il y ait cette option-là qui existe dans leur application, afin qu'on puisse être là. Parce que beaucoup d'applications maintenant se mettent dans ce mouvement de e-learning. Voilà. Revenons à ce taux un petit peu considéré comme un taux d'échec, évidemment, en ce qui concerne le e-learning et ces plateformes qui ont du mal à s'adapter. On va chuter avec ça. Selena, alors évidemment, c'est très compliqué parce que si notre ami Raymond n'a pas pu assister au cours, ou bien s'il a assisté au cours et que vous n'avez pas pu assister au cours, ça va être très compliqué pour Raymond de vous restituer la totalité du cours. Oui, ça va être très compliqué déjà que, bon, on ne va pas se mentir, majoritairement nous ne sommes pas concentrés pendant les cours. Donc si déjà la personne qui est censée me restituer le cours n'était pas concentrée et a raté majoritairement ce qu'il fallait d'abord qu'il puisse garder pour venir me restituer, bah, on sera deux personnes voilà, très perdues. Et majoritairement, on se rend compte par rapport au sondage, le taux d'échec, il est vraiment constaté. Je prends un exemple simple. L'année dernière, par exemple, au premier semestre, tu vas te retrouver avec un 15, d'accord, semestriel, ok, mais avec l'innovation, la mise en place de la plateforme, tu te retrouves au second semestre avec un 11, parce que tu n'avais pas la possibilité, en fait, d'acquérir les mêmes connaissances de la même manière. On a parlé de ces éléments parasites voilà. Qui nous qui installent la déconcentration. On marque une courte pause, les amis. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième partie. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons, les amis, nous intéresser au diplôme. Alors, je l'ai souligné, ce parchemin qui est, on va le dire ainsi, censé nous ouvrir les portes du travail. Mais est-ce réellement le cas aujourd'hui, Raymond ? Merci Régis pour cette question qui concerne la plupart des étudiants finalistes aujourd'hui. C'est vrai que le diplôme est censé être ce parchemin, comme vous l'avez dit, qui est censé nous ouvrir les portes vers le monde professionnel. Sauf qu'aujourd'hui, il est triste de constater que ce n'est pas forcément le cas. Aujourd'hui, le diplôme est l'élément exigé pour pouvoir postuler à un emploi. Mais au-delà du diplôme, ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est surtout la compétence et l'innovation. Et moi, je trouve que cela est tout à fait normal. Parce que aujourd'hui, le nombre d'étudiants qui finit chaque année est beaucoup plus élevé que le nombre de postes à pourvoir. Et comme on dit, inadéquation, formation, emploi. Exactement. Ce qui fait que pour 1 à 2 postes, on a peut-être 100 postulants avec le même diplôme, le même niveau d'études. Donc, le diplôme, dans ce cas, ne permettra pas aux recruteurs de pouvoir démarquer les candidats. Voilà pourquoi, en plus des diplômes aujourd'hui, il faudrait que chaque candidat puisse avoir une valeur de plus. Oui, en l'occurrence, l'expérience, c'est souvent le point souligné en ce qui concerne les recruteurs, les chefs d'entreprise. On va revenir sur ce point, sur le diplôme abordé par notre ami Raymond Selena. Alors, c'est vrai, comme il a dit, c'est un parchemin qui est censé nous aider à, on va dire, ouvrir les portes du marché de l'emploi. Pour notre ami Raymond, c'est un petit peu compliqué, c'est un peu complexe en ce qui concerne le diplôme. Ça l'est encore quand aujourd'hui, on est très diplômé. Oui, effectivement, quand on est très diplômé, les entreprises se retrouvent face à une situation un peu complexe. Des fois, ils ont des postes, par exemple, à pourvoir, mais lorsque l'on vient avec nos diplômes un peu trop fourrés, ils n'arrivent pas à nous placer, en fait, où il faille être placé. Est-ce que c'est le seul point? Est-ce que sur la grille salariale, ça ne cause pas un problème aussi? Trop de diplômes, ça sous-entend peut-être un gros salaire. Exactement. Un gros salaire, et les entreprises n'aiment pas tellement cela aussi. Donc, ils sont obligés souvent de recaler certains profils. Tu as un très bon profil, un trop bon profil, donc ils ne peuvent pas t'accepter. Ça peut faire l'objet de discussion pendant l'entretien. Oui, ça peut faire sur le salaire. Ça peut faire objet de discussion, excuse-moi. Mais nous avons un problème aussi avec les personnes trop diplômées parce qu'elles estiment qu'elles doivent avoir un certain salaire, en fait. Elles estiment, mais sans ce droit. Voilà. Oui. Donc, lorsque tu arrives et l'entreprise te dit, bon, voilà, si tu acceptes tel, tu auras un salaire de telle somme.
des fois, ils ne sont pas aussi d'accord. Ah, Donc, mais il faut souvent, aussi certains être sont raisonnable, d'accord. en fait. Vu les postes à pourvoir, vu les offres qu'il y a, auxquelles ils ne peuvent pas accéder, souvent ils acceptent. Donc, il faudrait d'abord qu'il y ait cette discussion-là pendant les entretiens. Ouais. Et c'est à la personne qui veut le poste de se décider. C'est un cas isolé. Hein. C'est-à-dire, en général, les chefs d'entreprise, eux, ils se focalisent, ils font abstraction de l'entretien. Eux, s'ils voient sur le CV, Doni, elle a 2 masters, Oui. elle a une licence, ça fait 3 diplômes. Doni, c'est clair que je dois devoir payer un peu plus par rapport aux autres. Exactement, Donc, c'est sûr. beaucoup sont dans cette réflexion-là. C'est ça. Charles, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui avec le diplôme? Évidemment, c'est important pour nous d'en avoir. Vous êtes licencié, c'est-à-dire que vous avez une licence. Un bac plus 3 aujourd'hui. Déjà, qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez obtenu ce diplôme-là? Moi, personnellement, dans mon cas, je n'ai pas encore rencontré ces problèmes-là. Je n'ai pas encore vu ces problèmes-là au niveau de mes compétences, tout simplement, qui sont pour moi des outils de négociation, comme l'a dit Denis, en entretien, je joue beaucoup plus avec. Donc, qu'est-ce que je sais faire précisément plutôt que quel diplôme j'ai? Parce que je sais que nous sommes nombreux aujourd'hui à avoir des licences. Et beaucoup d'entreprises ne cherchent pas que des personnes qui ont des licences. Ils recherchent véritablement des résultats. Ils recherchent véritablement de la compétence. Donc, vous pensez qu'ils ne prennent plus en compte le diplôme? Si, D'accord. mais pas que. Le diplôme ne suffit plus. Aujourd'hui, nous sommes très nombreux à avoir des licences et nous le savons tous. À l'époque de nos parents, moi, mon grand-père, il a travaillé avec le CEP. Donc, il y a donc le diplôme du CM2, fin de primaire. Il a travaillé avec, ensuite c'est monté. Aujourd'hui, nous sommes déjà à un niveau où tout le monde accède aisément à la licence, en tout cas beaucoup de personnes. Et donc, selon moi, il faudrait, je ramène toujours la faute sur la personne, il faudrait véritablement combler cela avec les compétences. Oui, mais les compétences, Selena, c'est un peu compliqué aujourd'hui. C'est vrai que lorsqu'on va postuler dans une entreprise, alors le bac plus 5, il est là, vous l'avez en communication, mais derrière, on demande 5 années d'expérience. Vous allez les avoir où, ces 5 années? Bon, c'est exactement un problème que beaucoup de nos grands frères voient aujourd'hui. C'est qu'on leur demande une certaine expérience, une certaine durée d'expérience, mais personne ne leur donne la chance en fait d'acquérir cette expérience. Lorsque vous venez et vous me dites, bon, je cherche un bac plus 5 avec expérience par exemple 6 ans, je trouve cette expérience où en fait? C'est un peu compliqué. Et aujourd'hui, ils devraient mettre... Trop sélective comme façon de... Voilà, comme démarche. Voilà, ils devraient mettre en place en fait des structures ou encore donner une certaine chance en fait aux nouveaux licenciés. Voilà, en fait. Oui, parce que c'est là le gros problème, Denis. Voilà. Le problème surtout, c'est le problème, il faut le voir d'un point de vue un peu plus général. C'est le système d'enseignement qu'il faut remettre en question. Parce que on a un système d'enseignement qui est basé sur des enseignements beaucoup trop théoriques. On laisse pas tellement de place à la pratique aujourd'hui. Ouais. On va nous bombarder d'une tonne de notions auxquelles on ne comprend pas grand-chose. Parce que n'oublions pas la définition du diplôme, c'est une présomption de connaissance. Ça ne sous-entend pas que vous connaissez tout. Si vous êtes diplômé en droit, vous ne maîtrisez pas évidemment tout du droit. Donc oui, évidemment, c'est cette présomption de connaissance-là. Et bien avant d'avoir ce diplôme-là, on est censé quand même donner à l'étudiant tout au long de sa formation la possibilité de mettre en adéquation ses connaissances théoriques avec la réalité pratique. Donc notamment à travers les stages tels que vous l'avez dit tout à l'heure. Et les universités devaient plutôt aujourd'hui aller vers cette logique-là, faire des stages exigés. C'est-à-dire nous aussi des partenariats avec exactement, avec des entreprises pour accompagner les étudiants dans la recherche de stages. Et en général, on devait par exemple pour chaque niveau, tel que la licence 3 par exemple, l'étudiant est censé avoir un diplôme en fin de formation. Il ne devrait pas soutenir sa licence sans avoir, en principe, bénéficié d'un stage d'une durée peut-être plus ou moins longue. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On voit dans plein d'universités, des étudiants qui soutiennent des licences avec des connaissances, avec des mémoires rédigées sur la base des connaissances acquises sur Internet. Donc tout cela, ça reste de la théorie. Et cette théorie-là, quand on va en entreprise, on ne peut pas l'exploiter parce que la réalité, entre la théorie et la réalité, il existe des fois un grand fossé. Oui, entre la pratique, évidemment, c'est très compliqué. Un point souligné, on va y revenir, Selena, je viens à toi dans quelques minutes. Doni, il a parlé d'une carence en ce qui concerne les stages. Un gros problème aujourd'hui en ce qui concerne l'étudiant diplômé?
Oui, oui, c'est un gros problème aujourd'hui de pouvoir décrocher un stage. C'est souvent sous appel. Si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un ou l'oncle ou la tante, c'est comme ça souvent que les gens décrochent des stages. Sinon, on est là, on chôme. Pour trouver le petit stage de 3 mois, c'est la croix et la bannière en fait. Malgré le Master 2 en communication ou en gestion des entreprises. Malgré tous les diplômes qu'on puisse avoir, c'est souvent très compliqué de trouver seulement un tout petit stage. Il faut souvent connaître quelqu'un, sinon c'est un coup de chance ou la persévérance. En fait. Selena? Oui. Non, mais c'est comme Donny disait en fait. Et puis, c'est vraiment triste en fait, parce qu'à la longue, ça nous porte préjudice en fait. On a envie vraiment de mettre ce qu'on a acquis en fait en pratique. On a envie d'apprendre, on a envie vraiment d'aller dans ce sens-là, mais on n'a pas d'occasion en fait. Par exemple, nous autres encore qui ne sommes pas encore à votre niveau avec déjà vos licences et tout le reste, on veut maintenant se battre pour pouvoir obtenir des stages. Mais lorsque tu fais ton CV, etc., tu espères vraiment qu'on va te rappeler, mais on ne te rappelle pas. Or, c'est maintenant que nous, en fait, on devait déjà chercher ces petites bases-là. D'accord. La case diplôme, elle est encore vide de chez vous, c'est ça? Oui. D'accord. C'est dans combien d'années le premier diplôme? Dans un an. D'accord. Bah, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, hein, évidemment, Selena, d'obtenir ce diplôme. Oui, allez-y, Donny. Par contre, il y a aussi un point aussi qui est très important. Je pense que c'est quand même un point qui n'est pas à négliger. Régis a parlé tout à l'heure de l'inadéquation formation-emploi. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est là, qui existe. On a des diplômes, mais est-ce que les diplômes en question correspondent à la demande du marché du travail? Exactement. Parce que ça, c'est un problème. C'est même le problème d'abord. C'est bien beau de faire les diplômes, de faire les masters, de faire tout ce qu'on veut faire. Mais est-ce que les diplômes correspondent à ce qu'on recherche? Oui, parce que si, déjà sur ce plateau, vous faites la majorité, vous faites du droit. Voilà. Et si le marché du droit est saturé, bah, ça va être un peu compliqué derrière d'accéder à d'autres portes avec ce diplôme en droit. Voilà, il y a des secteurs qui demandent, le secteur agricole, environnemental, qui demande beaucoup de personnes. Il y a le numérique, Exactement. mais il n'y a personne. Il y a personne, il y a très peu de monde. Donc on ne va pas dire que les diplômes sont un frein ou les diplômes. Donc c'est aussi à nos dirigeants d'orienter, de mettre en place des systèmes pour orienter un petit peu les étudiants, les apprenants vers ces secteurs-là. Oui, bien sûr. En fait, il suffit de voir la politique que mènent la plupart de nos universités en Afrique. On va voir dans les écoles de médecine, par exemple, où on va organiser des concours d'entrée pour 10 places. Et il y a peut-être 2000 étudiants postulants, on va retenir que 10 étudiants. Et tu vas aller voir dans des facultés peut-être de lettres et de sciences humaines où il n'y a pas de concours. Il y a peut-être 5000 étudiants qui vont entrer d'un coup chaque année. Alors que le secteur des lettres et des sciences humaines emploie beaucoup moins et n'est pas assez prioritaire par rapport à la médecine aujourd'hui. Donc au lieu de les universités devaient plutôt mettre l'accent sur les filières qui à forte nécessité, telles que par exemple les filières techniques, la médecine, polytechnique, ce genre de choses. Et ça l'étudiant aussi dès le départ de pouvoir faire ce choix, hein. De dicter ce choix dès le départ. On n'encourage pas les étudiants à le faire, c'est ça le problème. Ce sont les secteurs qui sont souvent stigmatisés, les secteurs techniques et autres. Moi je pense, au-delà même de la stigmatisation, si on repart peut-être même au niveau du lycée, je ne sais pas comment ça se passe ici. Moi personnellement, j'ai fait mon lycée à Brazzaville. À Brazzaville, on a un système. Quand l'étudiant obtient le brevet pour entrer au lycée, on a une classe de seconde qu'on doit accéder. On va accéder dans cette classe de seconde, on va faire un tronc commun. Lors de ce tronc commun-là, on va prendre des étudiants à forte moyenne. On va les envoyer peut-être dans les filières scientifiques. Et tous ceux qui auront échoué, on va les orienter en littérature. Bon, le procédé, il est un peu pareil, dans certains pays, on retrouve un peu ce procédé très sélectif, où on essaye d'orienter un petit peu chacun en fonction de ses compétences, de ses aptitudes. Si la personne s'exprime mieux en mathématiques, c'est un futur scientifique. S'il est beaucoup plus à l'aise dans la langue de Molière, c'est un futur littéraire. Revenons sur le point qui nous concerne aujourd'hui, le diplôme. On l'a souligné, les difficultés qu'il y a aujourd'hui, même en étant diplômé, de pouvoir accéder au monde du travail. Le diplôme aussi, quelque part, est-ce que ça ne nous conditionne pas un petit peu, Charles? On parle, évidemment, vous avez un bac plus 3, donc une licence, il y a le bac plus 5, le master, ensuite il y a le doctorat. Et si aujourd'hui une entreprise a besoin des profils de master, c'est-à-dire bac plus 5, vous êtes écarté? Malheureusement, oui.
je suis écarté. Donc il faudrait véritablement parler aux entreprises, donc nous étudiants, c'est exprimer ce ras-le-bol-là parce que c'est vrai que je disais tout à l'heure que nous sommes nombreux à avoir des licences et donc du coup on cherche la perle rare, on essaie de monter au master et lorsqu'on sera nombreux à avoir des masters, ça va monter au doctorat et après on va créer d'autres diplômes et ça ne va jamais terminer. Donc du coup je crois que véritablement il y a une véritable discrimination qui est faite au sein même des personnes diplômées. C'est pas forcément, excusez-moi, c'est pas forcément une discrimination aussi parce qu'il faut tenir aussi compte du fait que les 2 années qu'on rajoute sur la licence en question sont essentielles et nécessaires parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas en licence qu'on va apprendre en master. Mais mais aujourd'hui, il y en a qui travaillent avec une licence. Oui, il y en a qui le font, mais c'est bien, c'est dans un poste clé, un poste déterminé. On ne va pas vous demander de venir postuler pour je ne sais quel emploi alors que vous n'avez pas le niveau. On sait que c'est à partir de master que vous pouvez avoir ce niveau-là. Voilà pourquoi on demande un master, on ne va pas demander une licence alors que vous n'avez pas le niveau. L'entreprise va encore se mettre à vous former, donc perdre du temps et de l'argent pour vous former en fait. D'accord, ça c'est un cas parmi tant d'autres. Prenons le cas de notre ami Charles. Charles, vous êtes étudiant en journalisme et communication. Vous avez obtenu votre licence, donc un bac+3 en journalisme, et vous faites là un master en communication. Donc ça sous-entend que vous avez 2 ans de formation en ce qui concerne la communication qui n'a rien à voir avec le journalisme, même si quelque part c'est un petit peu lié. C'est pas tout à fait vrai parce que la formation c'est journalisme et communication. Donc le journalisme étant une branche de la communication, nous avons évidemment forcément les bases de la communication dès la formation en journalisme déjà. Donc je crois si tu fais une formation en banque tu toucheras probablement à la finance. Et je crois qu'il y a une interrelation au sein des formations. Donc je pense qu'on n'est pas très éloigné. Et on peut jouer avec en notre... Selena, allez-y. Je vous ai interrompu, vous voulez rebondir sur un point bien précis? Non, ça va. Non, ok, nous allons... Oui, allez-y. Je voulais parler d'un point aussi qui est au niveau de la taille des entreprises vers lesquelles nous voulons aller. On a l'impression que la plupart des étudiants veulent travailler dans de très grandes entreprises, alors que les très grandes entreprises ne prennent que l'élite. Ils ne peuvent pas prendre tout le monde. Et donc, du coup, moi, je conseillerais aux étudiants de privilégier les petites et moyennes entreprises pour démarrer, donc pour les stages étudiants et même les premières... Pour avoir l'expérience demandée, hein, parce qu'on demande 5 années d'expérience. Totalement, aller vers les petites et moyennes entreprises. On ne va pas reprocher aux étudiants de viser le haut niveau. On ne va pas les reprocher. Ça ne passe pas comme ça. Nous sommes dans un système pyramidal. Sauf que ce n'a pas toujours été que l'élite qui a été prise. Par cette entreprise-là, forcément, tu vas postuler. Et puis, le problème, c'est que tout le monde n'a pas ta pensée, hein, Charles. Bien sûr, on cherche l'excellence aussi, nous autres. Oui, mais sur le terrain, ça ne se passe pas comme ça. Et ce n'est pas parce qu'une entreprise est un peu plus petite qu'elle va t'employer facilement par rapport à une grande. Parce qu'il y a toujours le critère du diplôme aussi qui est là. Hein. Donc voilà, ils vont toujours miser sur ça. Les compétences à faire valoir le petit plus par rapport à un autre. Je suis totalement d'accord, mais je parle ici d'expérience, tout simplement. C'est je ne vais pas aller en terminale si je ne suis pas passé par le CP2 ou par le C2. Exemple, c'est un peu cette vision-là que j'essaie de mettre en évidence. Tous ceux qui sont dans les grandes entreprises n'ont pas forcément été l'élite en fait. Ils ont commencé par le plus petit niveau. Je sais, mais ce n'est pas parce que ça se fait que c'est l'idéal. Non, on n'a pas dit que c'était l'idéal. Moi non plus. D'accord, revenons sur le point les amis, revenons sur le point du diplôme. On l'a souligné tout à l'heure, hein, Selena, beaucoup de diplômés aujourd'hui sur les continents. Au vu de tout ce qu'on vient de dire un petit peu, donc le diplôme certes, ça nous fait du bien, même pour les parents, d'en avoir ces diplômes-là, mais au fond on a l'impression que ça ne nous aide pas beaucoup, au contraire ça nous ferme des portes. Oui. Donc, moi, je pense quand même qu'on devrait relativiser un peu sur cette conception. Le diplôme, oui, il ouvre des portes, mais oui aussi, il ferme des portes. Donc, on doit aller sur la base d'abord de réfléchir sur est-ce que le marché a besoin de mon profil, nous, en fait, oui, de mon profil, de mon diplôme. Voilà, de voir si ce que je fais, c'est déjà saturé, et essayer de réfléchir à une autre option. C'est la raison qui explique aujourd'hui que certaines personnes se retrouvent avec 3 diplômes. C'est parce que le premier diplôme n'a pas pu ouvrir une porte et on reprend le deuxième diplôme derrière. Oui, ça peut se faire, mais il y a aussi des gens polyvalents comme nous autres qui veulent... Le problème aussi, c'est que ce n'est pas nécessaire d'accumuler des diplômes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Oui. C'est ça le plus grand problème avec beaucoup d'étudiants aujourd'hui. On va soutenir peut-être un master dans tel domaine.
Et étant donné qu'on n'a pas trouvé peut-être d'emploi, on va aller soutenir un autre master qui n'a rien à voir avec le premier. Ça ne trouve pas des portes. Ça te permet juste d'accumuler des diplômes qui, tout comme le dit Régis, ne vont te servir à rien du tout. Aujourd'hui, le marché de l'emploi est assez difficile. Et très saturé. Et il faut être un stratège pour pouvoir mieux accéder. Donc, plutôt que d'accumuler plusieurs masters qui n'ont rien à faire, moi, je propose aux étudiants de faire des formations un peu qui vont venir compléter le diplôme qu'ils ont déjà obtenu. Plutôt que d'avoir un master, je ne sais pas, en communication et d'aller viser, je ne sais pas, un domaine totalement opposé, mais d'essayer de voir qu'est-ce qui va de pair avec la communication. Oui, parce que c'est très vaste, hein, la communication est exactement très vaste. Mais non, si tu vises peut-être un domaine clé de la communication, mais tu sais que ce domaine-là évolue avec un autre domaine, tu essaies de viser également celui-là et ça te donne un profil beaucoup plus complet. Donny, vous partagez son avis aujourd'hui, en tout cas c'est une alternative pour mettre en valeur son diplôme? Oui, c'est une très bonne alternative, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup plus de compétences. Si on a besoin de vous dans un certain domaine, on peut retrouver un domaine connexe au domaine pour lequel on vous recherche et ça fera un plus, c'est forcément un plus. Du coup, vous êtes complet, vous êtes armé, mais comme elle disait tout à l'heure aussi par rapport à trop de diplômes, le salaire et tout ça pourra maintenant être là, sur quoi ça pourra jouer. Et justement, parce que le diplôme, ça définit quelque part aussi votre salaire. Selena, on parlait tout à l'heure sur le plan social, ça permet aussi de catégoriser, on va dire, les personnes détenteurs de diplômes. Une personne qui a une licence, par exemple, ne peut pas être payée au même niveau que quelqu'un qui a un bac plus 5. Donc vous êtes dans quelle optique, Selena? Vous allez aller un peu plus loin, vous visez l'élite, comme on dit, le doctorat, c'est ça? Exactement. D'accord. Et le doctorat, c'est synonyme de beaucoup d'argent. Ou le doctorat, c'est personnel, c'est-à-dire c'est la limite que vous êtes fixée ou bien c'est quelque part aussi les parents qui poussent un peu derrière? Non, c'est un challenge personnel en fait parce que j'estime quand même que le doctorat c'est le high level pour moi. Et puis je suis dans l'optique que demain le master va se retrouver à la même limite que la licence. Demain le master ne sera plus ce qu'on pense aujourd'hui en fait. Demain on va demander à quelqu'un un doctorat en fait. Et après ça va évoluer en fait. Il faut qu'on aille avec cette pensée-là. Je suis d'accord avec Selena parce que le master n'a rien à voir avec le doctorat. Oui, en fait, le doctorat est un diplôme aujourd'hui. En fait, on n'engage pas dans les entreprises sur la base d'un doctorat. Oui. Le doctorat est un diplôme qui est orienté vers la recherche. Quand tu fais un doctorat, en général, c'est parce que tu veux être un chercheur. Tu veux peut-être enseigner à l'université, tu veux écrire peut-être des bouquins, des thèses, des trucs comme ça. Alors que le master est un diplôme pratique. Oui. On a deux types de masters. Un est des masters professionnels, un est des masters recherche. Le master recherche va t'ouvrir la porte vers un doctorat. Alors qu'un master professionnel te conditionne ou t'oriente directement vers l'emploi. Donc demain, on peut pas pour des postes assez clés, on ne va pas te demander un doctorat, alors qu'on sait que le doctorat, c'est simplement de la théorie. Alors qu'on veut des profils beaucoup plus pratiques. Supposons si c'est pas évidemment, je ne vais pas jouer à l'avocat de notre amie Selena, mais vous avez pris le cas de master en recherche. Si l'entreprise a besoin des profils niveau doctorat, c'est compliqué pour celui qui a ce niveau master en recherche. Bon, en général, voilà quoi je dis, cela dépend du profil de l'entreprise également. Parce que ce n'est pas les entreprises peut-être basées sur la finance, l'agroalimentaire, des trucs comme ça, ils n'ont pas vraiment, ils n'auront pas tellement besoin des gars avec un doctorat par exemple. Ça dépend à un certain niveau. Oui, ça dépend. Mais en général, en laboratoire. Oui, en laboratoire. Voilà pourquoi je dis ça dépend du profil de l'entreprise. Par exemple, pour les entreprises de laboratoire, des trucs comme ça, c'est eux, ils auront beaucoup plus besoin des docteurs parce que les docteurs auront cette théorie-là nécessaire. Tu vois? Mais je trouve pas, ça ne fera pas de l'ombre à celui qui aura fait un master professionnel. En parlant de master professionnel, Donny, vous êtes dans cette optique, puisque vous avez déjà votre master en poche. Comment ça se passe au niveau de... Pas encore? Non, c'est en cours? Non, oui, et comment ça se passe, en tout cas, vous avez la licence déjà, comment ça se passe dans la recherche de l'emploi, du travail? Est-ce que ce diplôme que vous avez aujourd'hui vous arrive à vous ouvrir des portes? Oui, il va m'ouvrir des portes, j'espère. Mais sinon, au cas où ça n'arrive pas, il y a l'auto-emploi. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi que ça nous a permis de faire aujourd'hui. Le manque d'emploi a fait en sorte qu'on puisse créer de l'emploi nous-mêmes. On ne nous embauche pas, on en crée. On crée des emplois. Et les emplois,
et les entreprises ou C'est aujourd'hui une réponse, on va dire, directe à la problématique du chômage, à la problématique de l'accès à l'emploi, l'auto-emploi, enfin l'entrepreneuriat de manière générale. Oui, parce qu'en même temps, quand on monte une entreprise ou quand on essaie de monter une entreprise, on peut embaucher des gens. On peut embaucher d'autres personnes, parfois des personnes proches de nous. Du coup, ça, on participe à éradiquer le chômage et tout ce qui va avec. Voilà. D'accord, et comme on dit, avant de créer l'entreprise, il faut créer l'entrepreneur, hein, Charles. Voilà. Et vous êtes dans cette optique-là aussi, au cas où le diplôme ne vous ouvre pas des portes, c'est de revenir, enfin de commencer à embrasser le monde de l'entrepreneuriat? Totalement d'accord avec ça, parce que je parlais tout à l'heure des compétences, et ben on est là-dedans. Il y a un type de stage qu'on n'entend pas souvent assez, c'est aussi entrepreneuriat, enfin l'entrepreneuriat tout simplement. Totalement l'entrepreneuriat. En fait. Si je travaille pour mon business, je suis diplômé, en travaillant pour mon business, je vais apprendre moi-même dans mes propres recherches pour faire évoluer mon business. Il y a énormément de choses que je vais apprendre là, mais les gens ne voient pas souvent cela en compte. Pourtant, tu vas énormément apprendre des choses, tu vas te faire un carnet d'adresses, tout simplement en travaillant sur ton propre business. Donc, je suis totalement d'accord avec cette voie-là qu'est l'entrepreneuriat. Et on a tendance à parler en ce qui concerne évidemment l'évolution de l'être humain. On parle de la théorie des 4 E, je ne sais pas si vous connaissez, on parle de enfants, éducation, enseignement et entreprise. Et il y a même entrepreneuriat, donc il y en a 5 au total. Et justement, par rapport à ça, je vous ai interrompu, vous voulez rebondir sur un point, Raymond, avant de poursuivre? Bon, d'accord, on va revenir justement sur le diplôme. Raymond, vous êtes diplômé également. On va revenir un peu sur, pas encore, non, en cours de, voilà, ça va venir. Mais vous êtes tous en cours de diplôme là? Nous sommes d'accord, bon, donc ça viendra en tout cas. C'est le master, c'est ça? Oui. Bon, écoute, ça viendra le master. En parlant de ce master, de ce futur master, comment vous appréhendez ce diplôme-là? Comment ça se passe? Bon, déjà, moi, je suis un peu de la même optique que les autres. Déjà, durant toute ma formation, j'ai essayé d'analyser un peu ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir mieux s'insérer professionnellement. Et moi, je me dis que même l'entrepreneuriat ne veut pas forcément dire ne pas user de son diplôme. Moi, par exemple, je suis une formation de juriste d'entreprise spécialisée en ingénierie financière et fiscalité. Au sortir de mon master, si je sens que je toque ici et là, que les portes ne me sont pas ouvertes, mais je peux mettre à profit mes connaissances acquises tout au long de ma formation. C'est aussi ça, un des avantages en tout cas d'être diplômé, c'est de pouvoir, comme vous l'avez souligné mon cher Raymond, mettre en pratique en tout cas les connaissances acquises sur le banc de l'école. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On remercie Selena, étudiante en droit, d'avoir participé à Génération News. Donny, étudiante en droit, ça a été un plaisir de te recevoir pour la deuxième fois sur le plateau de Génération News. On remercie également Charles, étudiant en communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et on termine avec Raymond, étudiant en droit. Ça a été un plaisir de te recevoir sur le plateau de Génération News. C'est la fin de cette émission. On se donne évidemment rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. D'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.